Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bienvenue en direct dans les studios de Radio Grand Lac 92.1 FM pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac, Immobilier et Histoire. Toujours donc un jeudi sur deux maintenant à 17h, vous en avez l'habitude. Un petit point météo avant d'attaquer cette belle émission que vous allez découvrir dans un instant. Parce qu'on n'est pas passé loin de l'inondation là sur nos bureaux aixois. Je voulais faire un petit coucou à tous nos amis commerçants du port, puisqu'on a eu un peu chaud aux fesses, ou presque froid, on va dire. Et voilà, c'est pas passé loin, mais ça va. Il y a une belle éclaircie maintenant qui nous promet quelques jours de beau temps. Donc une belle transition, voilà, un petit rayon de soleil. C'est Jean-Michel Belin, propriétaire du Château Brachet, qui nous ramène ce joli soleil pour cette fin de journée et cette émission. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, on a eu comme beaucoup plaisir bien sûr à vous entendre aujourd'hui, et surtout j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette émission, à découvrir ce domaine, ce château d'exception que vous avez pu rénover. C'est un petit peu l'objet de l'émission, ça va être de découvrir les coulisses un petit peu du Château Brachet, puisqu'on en connaît, voilà, les belles photographies, une belle mise en valeur, les services, voilà, commencent à être un petit peu assimilés par bien sûr un petit peu tout le monde, mais si vous voulez toutes les coulisses, on va faire plus d'une heure. Voilà. On fera plusieurs émissions, il y a pas de souci, avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, on a envie d'en apprendre un petit peu plus sur son histoire, sur le déroulement un petit peu des choses. C'est vrai qu'on le voit en plus, il est comment dirais-je, visible depuis la route, donc on sait quelque chose qui est un petit peu aux yeux de tous, et c'est vrai que c'est un très bel établissement, et on le voit aujourd'hui comme un produit abouti, fini, et on se doute qu'il y a eu quand même un peu de travail pour en arriver là. Alors première question un petit peu, je dirais, générale. Depuis combien de temps avez-vous repris ce domaine, ce château ? Alors j'ai visité pour la première fois le Château Brachet à l'été 2008, et pour des raisons administratives de dépôt de permis, etc., on a signé l'acquisition le 3 décembre 2010, et je m'en souviens encore parce qu'il y avait 20 cm de neige partout autour des bâtiments, ce qui n'est pas très courant. Quel a été la première visite, la première fois est-ce que c'est un lieu déjà que vous connaissiez avant ou pas spécialement, vous recherchiez, comment ça s'est fait C'est un lieu que j'ai découvert par hasard dans une brochure immobilière, d'Annecy en l'occurrence, où j'avais mes bureaux à l'époque. Je suis tombé sur ce bâtiment, ça m'a interrogé, je me suis dit je vais aller faire un tour. Et puis une chose que j'oublierai jamais, c'est que l'agent immobilier qui vendait le bien, avec qui j'ai eu un entretien téléphonique, m'a mis en garde d'une manière presque jusqu'à me faire peur, en me disant attention, c'est tout près de l'autoroute, etc. Il y a une vraie nuisance, etc., etc. Il avait tellement insisté sur ce point, je pense que c'était peut-être à dessein et intelligent de sa part, que quand je suis arrivé, j'ai eu une très bonne surprise, parce qu'effectivement, l'autoroute était pas très loin, on l'entendait un peu, mais c'était pas du tout la catastrophe qu'il m'avait annoncé. Donc ça, je m'en souviens encore. Et puis effectivement, ce bâtiment était exploité commercialement ou pas du tout ? Non, pas du tout. Inhabité depuis 1933, ça servait uniquement de résidence d'été aux propriétaires qui habitent pas loin et qui, quand ils recevaient de la famille un petit peu en surnombre, en logeaient quelques-uns dans le château. Mais il y avait plus de chauffage, il y avait encore un petit peu de mobilier. C'était pas du tout une ruine parce qu'il y avait pas de fuite, c'était entretenu. Ils tournaient le gazon une fois de temps en temps. Mais c'était vraiment une belle endormie. Et c'est, si je dis pas de bêtises, que ça, c'est peut-être une des petites informations que j'ai réussi à retenir, c'était donc un docteur qui avait le château à l'origine, c'est ça, Oui, donc le docteur Léon Brachet, qui est né dans le château en 1840. Et ça, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, parce que c'est seulement quelques semaines avant l'acquisition que j'ai appris la charge historique liée à ces bâtiments. Et ça m'a complètement passionné. Ça a été le fil conducteur de la rénovation, du storytelling, de la décoration, etc. Et ça continue de m'amuser énormément. Pendant cette visite, est-ce que vous visitiez comment dirais-je, d'un point de vue acheteur particulier, ou c'était déjà quand même un plan, il y avait un business plan, un projet professionnel? C'était déjà l'idée d'en faire un hôtel, et à l'époque j'avais en tête le souvenir d'un hôtel tout petit mais charmant sur l'île de Harris en Écosse, où j'ai eu la chance de passer mon voyage de noces.
Et j'avais gardé le souvenir de ce tout petit hôtel avec un service aux petits oignons sur mesure, etc., avec juste quelques chambres et un accueil vraiment très bienveillant et très qualitatif. Détaillé, voilà, qualitatif. Et c'était l'idée que j'avais en tête. Mais au final, ça a bien évolué. Et aujourd'hui, on est arrivé là où on devait arriver. Mais je me suis quelque part laissé guider. Si j'avais dû vous décrire en 2010 ce que j'allais faire, ça ressemblerait pas vraiment à ce qu'on a sorti aujourd'hui. C'est quand même c'est pour ça que j'utilise souvent le mot domaine, puisqu'il y a quand même un peu de terrain dans votre... Oui, il y a 6 hectares aujourd'hui. Mais ça s'est fait aussi graduellement, parce que la première acquisition, c'est 6500 mètres, avec les 2 bâtiments qui sont de part et d'autre de la cour. Et puis la grande chance qu'on avait, c'est que tous les terrains alentours appartenaient au même propriétaire. Et on a pu les acquérir un petit peu au fil de l'eau. C'est ça qui a fait aussi qu'on a mis du temps pour faire évoluer le projet au fur et à mesure qu'on faisait des acquisitions autour et qu'on imaginait qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces terrains annexes. 2010, vous avez les clés. Oui. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, bon allez, c'est parti. Il y a du taf. Ouais. On a passé une bonne partie de l'année 2011 à commencer à faire des plans, etc., et faire de la démolition. Je me souviens encore, j'ai passé des journées entières avec mes enfants à aller démonter des parquets, etc. On faisait des barbecues dehors quand on faisait la pause à midi, etc. C'était assez rigolo. Et donc presque toute l'année 2011, c'était de la démolition, de la dépose, etc. Et puis en parallèle, on imaginait les plans intérieurs. Là, j'ai eu la chance de me faire pas mal aider de mon épouse qui a eu d'excellentes idées pour pouvoir dessiner les plans des chambres, etc. Avec l'architecte aussi à l'époque. Et puis ça a pris un peu plus d'une année, parce qu'on a vraiment démarré le gros œuvre mi-2012, je crois. Est-ce que pendant cette période, il y a eu de l'appréhension, du stress, on se dit merde, qu'est-ce qu'on a fait, ou non, plutôt... On sait qu'un bâtiment avec cette historique-là, on va tomber sur des choses auxquelles on ne s'attend pas. Ça a été le cas par exemple sur l'amiante. On a eu la chance qu'il y en avait très peu, mais qu'il y en ait peu ou beaucoup, le protocole est le même. Donc en l'occurrence, dans notre cas, c'est presque risible. On avait une surface de 60 cm² de carrelage ancien, dont la colle était composée d'amiante. Tout à fait. Mais pour ça, on a eu des astronautes qui sont arrivés avec des cagoules et voilà, le confinement, etc. Plus personne ne devait accéder au bâtiment, etc. C'était impressionnant. C'était un bazooka pour tuer une mouche. Mais ça fait partie des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on a dû gérer. Oui. Est-ce que vous avez trouvé un petit trésor dans ce château ? Non, on cherche toujours. Ouais. J'ai peur que les entreprises l'aient trouvé, mais pas dit. Mais... C'est possible. Voilà. C'est possible. Si le patron a changé de voiture dans la même semaine, bon, voilà. Faut surveiller. Ok, donc 2012, vous avez, disons, le squelette bien ancré à l'esprit. Vous savez... là, on renforce vraiment le bâtiment. On a fait un énorme travail avec l'entreprise Léon Grosse d'Aix-les-Bains, que je remercie encore, parce qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. On savait à qui on s'adressait, on savait que c'était leur cœur de métier. Mais on a fait beaucoup de sous-muration, on a fait du renforcement de tous les angles du bâtiment. Ce sont des bâtiments qui ne sont pas fondés. À l'époque, les fondations, c'est 60 cm posées dans la terre. Oui, c'est pas donc énorme, quand on veut faire des sous-sols, il y a du boulot. Donc c'est de la sous-muration en plusieurs passes, etc. C'était un gros chantier, mais qui a été mené à bien vraiment de main de maître. Et là, c'était presque le plus agréable, parce que là, on savait qu'on pouvait dormir sur nos 2 oreilles. On avait affaire à des grands professionnels. Est-ce que justement, quand vous attaquez un petit peu cette réflexion, ces premiers travaux, est-ce que vous avez un planning précis un peu en tête, ou alors on avance un petit peu à tâtons ? Alors j'ai dû repousser la date potentielle d'ouverture une 20aine de fois. Je me souviens que la première que j'ai dû annoncer, ça me fait rire maintenant, ça devait être 2014. Et au final, on a ouvert le 22 mai 2021. Waouh. Mais entre-temps, le projet a évolué aussi. Oui. On en rajoute toujours un petit peu, on se dit mince, tiens, ce serait vraiment dommage de pas faire ça comme ça. Donc forcément, il y a un décalage, mais waouh, ça fait une dizaine d'années quand même. Oui. Bon, il a fallu attendre aussi certaines évolutions législatives. On a eu l'autre grande chance, c'est d'avoir une mairie locale qui nous a vraiment suivis sur le projet, qui était intéressée par ce qu'on allait proposer, etc., et qui a toujours été d'un grand soutien et secours. Mais par exemple, au début, on ne pouvait pas avoir la fameuse tour en verre qui est au côté nord du bâtiment, parce que c'était pas dans le cadre du plan à l'époque qui était le plan d'occupation des sols. La définition de la zone, c'était bâtiment historique accompagné de son parc. Et les contraintes liées à ça, c'était on pouvait faire tout ce qu'on voulait à l'intérieur sans changer les volumes, et on pouvait créer des annexes. Mais on pouvait pas augmenter les volumes du bâtiment. Donc pour faire cette tour nord qui est
accolé à la façade, il a fallu faire une modification du plan d'occupation des sols. On a eu un paragraphe lors d'une modification triennale ou quelque chose comme ça qui s'est vraiment qui était dédié à nous quelque part pour expliquer que pour des questions de sécurité, hygiène, etc., parce que en l'occurrence c'est notre sortie de secours, on pouvait déroger à la règle qui disait qu'il fallait rester dans les volumes existants. Ça a été la première chose, ça c'est à peu près en 2012. Et puis vers la fin du chantier en 2019, on passe donc sur le plan local PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Et là, on a eu la chance à ce moment-là de pouvoir trouver ce qui nous permettrait de coller le restaurant au bâtiment existant, alors que jusqu'à l'époque, on devait avoir 1m30, 1m50 entre les deux bâtiments qu'on ne pouvait pas rejoindre parce que justement, le restaurant était considéré annexe. Et il ne fallait pas qu'il touche le bâtiment existant, ce qui, en termes de service, etc., aurait été d'une complexité énorme. Donc ça, on règle le problème très tard, c'était en 2018 ou 2019. Et aujourd'hui, les clients ne s'en rendent pas compte. Mais pendant longtemps, on a cru qu'on allait servir en traversant 1m50 à l'extérieur. Ouais, Aujourd'hui, l'établissement ça représente quoi en surface ? En surface, entre les chambres, le restaurant, etc., ce qu'on a créé, on est autour de 1300 mètres carrés. Ouais, ça commence à faire un beau bébé. Est-ce que vous avez une proportion d'espace entre guillemets client entre l'espace public et l'espace vraiment off, je dirais Alors on a à peu près 400 clients, 400 mètres carrés d'espace commun entre le restaurant, les petits salons, les couloirs, etc. Et puis le reste qui est consacré aux chambres. Ouais, donc c'est une belle proportion. Quelque chose à chaque fois je me fais la réflexion, un bel espace. Alors, on parlera un petit peu plus tard justement de ce que vous avez fait comme aménagement sur l'extérieur, mais un parking qui est assez classe, parce qu'il y a ce portail d'ailleurs justement, c'était... Ça, c'était ma volonté. C'était une création, non ? C'est une création complète à partir d'une photo d'un portail que j'ai trouvé dans le sud de la France. Okay. Il était tout rouillé, foutu, je l'ai pris en photo et j'ai dit je vais recréer ça, et voilà. Et après, on l'a mis aux proportions. Bien sûr. Ouais. Donc on peut accueillir donc je pense que tous les convives, la partie hôtelière, la partie déjeuner, tout ça, il y a aucun problème pour venir facilement. Ça c'est je pense quelque chose de très agréable. Et la chance qu'on a, c'est que le restaurant est devenu très vite un restaurant de destination, pas du tout vu comme un restaurant d'hôtel. Donc ça c'est la première chose qu'on a pas trop mal réussi parce que on a énormément de clientèle locale mais sans rapport avec l'hébergement. Donc ça c'était le premier challenge. Et celui-ci on l'a quelque part réalisé. Maintenant, il reste à faire progresser tout ça, avoir plus de fréquentation la semaine, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu beaucoup concentré sur les week-ends. Mais c'est le début, donc on s'accroche. Je pense que là où le pari est réussi, et en tout cas est en phase de l'être à 100%, c'est que je pense que ce type d'établissement, effectivement, je pense que beaucoup de monde ont compris que chaque service doit avoir sa propre identité, sa propre clientèle. Et comme vous le soulignez justement, on se me dit tiens, c'est pas parce que je vais pas aller dormir que je peux pas prendre un verre, je peux pas aller déjeuner, je peux pas aller même au tea time, exactement, comme en hiver. Oui. Alors il y a quelque chose aussi. Peut-être que je me trompe, hein, vous allez me reprendre si c'est le cas, mais dans des établissements un peu, on touche un peu quand même à du standing, à du prestige, un petit peu à du luxe. On peut se dire tiens, comment je vais être accueilli si je veux justement aller prendre un simple thé. Un verre de vin, je sais pas. Enfin, est-ce que ça c'est quelque chose qui se démocratise ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est encore quelque chose de compliqué à proposer ? Alors c'est très important pour nous le point que vous touchez là parce que on se veut un lieu d'accueil qui est ouvert à tout le monde et on fait aucune différence entre les clients, etc. Et on veut que tout le monde soit bien accueilli. Et c'est pour ça qu'on demande avant tout à nos équipes d'être dans la sincérité à tous les moments. On est anti-bling-bling, j'aime pas le mot luxe d'ailleurs, je préfère plutôt confort, attentionné, etc. Mais c'est un point qui est important, c'est la raison qui fait qu'on s'est fait classer en 4 étoiles à l'ouverture, et pas en 5, ce qui aurait été possible, parce qu'on voulait pas créer de distance avec notamment les locaux, dont on veut qu'ils s'approprient le lieu. Et on avait peur d'une chose justement, c'est que les gens qui oseraient pas passer les grilles. Et les choses qu'on a fait les dernières années, comme le chalet de Noël qu'on avait démarré à l'époque du Covid, etc., et le week-end prochain, notre Noël au château, c'est vraiment fait pour ouvrir les portes à tous ceux qui, classiquement, viendront pas forcément prendre un repas gastronomique au château, mais créer du lien et que les gens s'approprient ce lieu qui est quand même assez magique et qui est sur un territoire privilégié. Est-ce qu'il y a eu... Alors, on présentera un petit peu les services et les possibilités dans un instant. J'aimerais finir.
le mot est fort parce que je pense on pourrait faire en 10 ans plusieurs livres sur tout ce qui s'est passé. Si vous devriez retenir une contrainte là de ces 10 ans un peu de travaux, vraiment le truc qui vous a le plus enquiquiné la vie, c'était de l'administratif, c'était des entreprises à gérer, c'était des surprises. Qu'est-ce que le petit coup amer, s'il y en a un, lequel serait-ce? L'administratif certainement, parce que c'est vraiment pas mon truc et c'est la dernière chose que je fais quand j'ai plus le choix et que je suis face au mur. Après quelques surprises de chantier, on a eu un souci qui nous a fait perdre pas mal de temps, c'est qu'on a eu le bureau fluide qui nous accompagnait, qui a fondu les plombs en cours de chantier. Aïe, et non seulement il a fondu les plombs, mais on s'est aperçu qu'il avait un peu bâclé les choses et notamment les solutions qu'il avait proposées en termes de système de chauffage, etc. ne fonctionnaient simplement pas. Donc là, on a dû, pendant 18 mois, entre 2013 et 2015, on a arrêté pratiquement le chantier 18 mois pour repartir d'une feuille blanche. Aujourd'hui, on ne le regrette pas parce que c'est ce qui nous a permis de nous tourner vers la géothermie, le solaire thermique, etc., qui n'était pas forcément dans les plans d'origine. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot en plus là-dessus? Parce que c'est un sujet en plus actuel, donc vous avez... Voilà, c'est un sujet actuel. Et à cette occasion-là, parce qu'on a dû retravailler avec d'autres bureaux d'études et changer notre fusil d'épaule, en fait, le bureau fluide d'origine avait considéré qu'on allait faire tourner des pompes à chaleur, donc on était déjà sur du développement durable, mais grâce à la source historique qu'on a sur les lieux. On a la chance d'avoir une source qui donne toute l'année, et quand on a acheté, il n'y avait pas l'eau du réseau, il n'y avait pas l'AEP sur le Château Brachet. Cette source, elle a 150 ans, elle nous appartient, elle est canalisée, etc. Et le bureau fluide avait créé tout le système de chauffage sur l'utilisation de cette source qui était effectivement pérenne et qui ne pouvait pas être tarie. Le seul souci, c'est qu'il n'avait pas mesuré le débit et les pompes à chaleur demandaient 6 mètres cubes heure et notre débit était de 1,2. Donc, on pouvait oublier. Donc là, on a dû jeter tout ça à la poubelle, repartir de zéro. Et c'est là qu'on est parti sur l'idée de la géothermie donc verticale. On a 8 puits de géothermie à 140 mètres de profondeur. Ça, c'est le top. Je me permets parce que c'est vraiment, nous, on voit des maisons toute la journée et c'est vraiment une solution qui, je pense, est pas la plus simple. En tout cas, je pense que là, vous êtes content quand vous voyez vos factures. Ça doit. Ah oui, ça aide bien. D'autant plus que quelque part, la géologie nous aide puisqu'on a un très bon coefficient de réponse thermique du sol. Et puis, l'autre intérêt qui, moi, me plaisait beaucoup parce que je suis assez allergique à tous les sens du terme à ce qui est climatisation, c'est qu'on fait du géocooling l'été. C'est-à-dire qu'on va rendre à la terre la chaleur qu'on lui a pris pendant l'hiver et elle nous renvoie du froid, ce qui nous permet de tempérer de manière très agréable les chambres. On a des clients qui sont persuadés qu'on a de la climatisation, notamment dans les combles où on est en détente directe puisqu'on travaille avec des ventiloconvecteurs. Et quand les gens mettent ça un peu fort, ils sont persuadés que c'est une clim. Complètement. Et ça, je suis content que vous le souligniez parce que nous, on a pas mal de maisons où justement on se tue entre guillemets à expliquer ce procédé. Mais il y a pas la clim. Oui, il y a pas la clim, mais en fait, vous avez une solution qui est très bien et vous verrez. Mais c'est vrai que les gens on n'est pas encore éduqués par rapport à ces alternatives. En revanche, c'est assez pointu parce que je dois dire qu'on a mis 3 ans à maîtriser un petit peu le système et la première année, ça a été une vraie galère. La deuxième année, on s'est amélioré et l'été dernier, en dépit de la canicule, on a réussi à maintenir un très bon niveau de température, y compris dans notre salle de réunion qui était au 2e étage, où on a réussi à maintenir 22 tout l'été quand il faisait 35 dehors, et sans la clim, juste avec, là c'est le rafraîchissement par le sol, au comble c'est donc des ventiloconvecteurs, mais ça c'est précieux, mais ça met longtemps. On a eu la chance de prendre une entreprise de maintenance maintenant qui a bien aidé à améliorer ça, et voilà, on fait que progresser, mais c'est des petits réglages, c'est subtil, et ça vaut le coup de se pencher dessus, parce que c'est très confortable, et puis effectivement il y a des vraies économies à la clé. Super, écoutez, on a déjà pas mal d'arguments pour passer un super moment au Château Brachet. Écoutez, on se retrouve après une courte pub musicale pour découvrir avec impatience tout ce que le château peut nous offrir en termes de services. À tout de suite pour découvrir ça. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct dans les studios de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire, toujours en compagnie de Jean-Michel Belin qui nous a fait le plaisir de sa présence pour cette émission dédiée au Château Brachet. Bonjour à nouveau Jean-Michel. Merci. Le Château Brachet, donc on a une bonne vision de cette période. Vous en êtes porté acquéreur, une temporalité quand même assez longue, mais qui aujourd'hui on se rend compte était nécessaire de par la qualité de
je dirais de l'achèvement. Aujourd'hui, bon, rassurez-nous, c'est fini, c'est jamais fini. Vous me direz peut-être dans un domaine aussi vaste, mais l'essentiel est quand même fait. L'essentiel est fait. Il reste 2-3 soucis de reste de chantier, de petits problèmes, des choses qu'on règle les uns après les autres, mais comme toujours. Il y en aura toujours un petit peu. C'est pas vous que je l'apprendrai. Non, c'est sûr que on a l'habitude de dire qu'une maison c'est toujours en chantier, donc là j'imagine qu'un château c'est encore pire là. Ça doit être surtout qu'on veut absolument pas laisser les choses se dégrader, donc on y passe du temps et on est très vigilant. Alors, au-delà, c'est aussi ce qu'on va aborder maintenant qui va nous aider à comprendre justement qu'il s'agit pas d'un petit établissement, mais c'est pas qu'un hôtel ou un restaurant. Il y a quand même une richesse et une variété de services qui sont proposés, qui en font vraiment, je trouve, une particularité, une caractéristique un petit peu unique dans le bassin. C'est vraiment l'établissement qui a pas mal de choses à offrir. Donc, pour les métiers principaux, on pourra dire que ça sera alors, pour vous, c'est plutôt le restaurant ou l'hôtel qui serait à mettre au premier plan Alors, l'hôtel, le restaurant, un petit peu le moteur, parce qu'il a la chance de drainer la clientèle locale. L'hôtel, il est en train de prendre son rythme de croisière. J'aimerais que ça aille un peu plus vite. Ça met du temps, parce que par définition, ce sont des gens qui sont pas d'ici et qui doivent apprendre à nous connaître. Ce qui est excellent, en revanche, c'est que les retours de clients, une fois qu'ils sont passés chez nous, sont extrêmement qualitatifs et ça nous ravit. Combien de chambres pour cet hôtel ? Alors, 15 chambres aujourd'hui, avec une possibilité de créer 10 unités de logement supplémentaires, parce qu'on a déjà un permis de construire pour créer des lodges individuels qui sont disséminés dans le parc. Mais on prend un peu le temps de digérer ce qu'on a fait pour l'instant, et ça sera dans quelques années. Donc une quinzaine de chambres avec une grille tarifaire différente, c'est plutôt homogène. Est-ce que ça s'adresse un petit peu? Alors on a une chambre qu'on appelle la chambre classique, qui est un petit peu notre prix d'appel, qui en basse saison va tourner autour de 180 € et en haute saison 250. Et puis à l'autre extrémité du spectre, vous avez la chambre qui est unique, qui s'appelle notre suite signature, qui a 53 mètres carrés de surface, une terrasse privative, un sauna privatif dans la salle de bain, etc. Et elle va tourner entre 450 € l'hiver et jusqu'à 700 € en période estivale. Est-ce que vous arrivez justement un petit peu à juger la durée des séjours? Est-ce que c'est des durées une nuit, on se fait plaisir, ou est-ce qu'on a quand même une clientèle qui se dit tiens, il y a quand même effectivement une qualité, je pense que vous travaillez d'arrache-pied pour capter aussi cette clientèle-là en disant non, vous pouvez rester une nuit, 2 nuits, 3, 4, 5 nuits, vous allez pas vous ennuyer, parce qu'on va parler un petit peu des activités bien sûr que l'établissement propose. Un restaurant gastronomique, bon, j'imagine que on se lassera pas de déjeuner à ce restaurant. Il y a quand même un bar, il y a des salons, un bar intérieur, une super terrasse l'été, la piscine. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui va jouer dans la balance, où on se dit tiens, voilà, si je viens en famille également, je pourrais me faire plaisir. Donc ça aussi, c'est une des caractéristiques. C'est bon, un homme d'affaires de passage, il pourrait être conquis en se disant tiens, il se fait plaisir, il a une chambre un peu sympa pour passer sa nuit. Un couple, un super moment à passer une nuit de nuit, mais en famille également, c'est quelque chose qui peut être complètement... Absolument, on l'a vu pas mal l'été, même s'il n'y a pas véritablement de règles, parce que par exemple en 2022, on a eu beaucoup de longs séjours, on était même agréablement surpris, on avait pas mal de gens, surtout des clients étrangers qui réservaient 5, 6, 7 nuits, ce qu'on a eu beaucoup moins en 2023. Je ne saurais pas exactement l'expliquer, mais c'est sûr que pour des gens qui veulent visiter la région et rayonner, on est un bon point de départ, d'une part parce qu'on a un accès très facile depuis l'autoroute, et puis on a des gens qui viennent chez nous et qui vont un jour visiter Chamonix, un jour Genève, un jour Annecy, un jour Chambéry, jusque pourquoi pas les plaines de l'Ain. Donc de ce point de vue-là, on est un bon lieu pour rayonner de cette manière-là, et puis quand ils sont au château, s'ils ont moins envie d'aller crapahuter à droite et à gauche, on a effectivement pas mal de choses pour les occuper, dont le terrain de tennis, les 2 terrains de paddle, le centre d'entraînement au golf, c'est-à-dire c'est un centre pour le petit jeu, les approches, etc., qui permet de s'amuser autour du dispositif de putting, chipping, petite cage de practice et petit parcours d'approche en 18 trous. Comment est venue cette approche un petit peu justement sportive, que tennis, paddle, le golf, ça fait quand même pas mal. Est-ce que vous êtes vous-même fan de tout ça, ou vous dites tiens, quand même on a de l'espace, il faut qu'on l'exploite et on peut se différencier avec ce genre d'activité? Alors ça a démarré avec le fait que j'avais fait une étude de marché, mais qui était au début du projet, c'était en 2011. À l'époque, j'avais demandé à l'EM Grenoble de me faire une étude du marché sur les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles dans tout le bassin et notre zone quelque part de chalandise.
Et j'avais repéré, de par cette étude, qu'il y avait très peu d'hôtels qui proposaient un tennis. Et moi, pour y jouer un peu avec mes enfants, etc., je m'étais dit, tiens, c'est déjà une première chose qui nous différencierait. C'est facile à faire puisqu'on a l'espace. Le paddle est venu beaucoup plus tard, 2 ans avant l'ouverture, parce qu'à l'époque, en 2011, je savais même pas ce que c'était. Et il y a eu un petit peu une montée en puissance grâce aux Espagnols, etc. Et c'est venu chez nous, voilà. Donc en 2018, on a eu cette idée de créer les terrains de paddle. On peut venir question parce que vous n'êtes pas forcément un club de paddle, mais on pourrait venir jouer au paddle comme ça ou... Ah bien sûr, si, mais c'est important de le dire parce qu'on n'en parle pas assez. Le paddle, le tennis et le petit dispositif d'entraînement au golf qu'on appelle Executive Golf, ça c'est ouvert à l'extérieur. Super. Et on a même des cartes de fidélité, etc. On a tout l'été des gens qui viennent au paddle plusieurs fois par semaine. Parce que le paddle, on a quelques clients du bassin qui nous demandent justement des lieux, qu'on leur trouve des lieux, parce que c'est vraiment devenu un sujet. Ça a explosé. Économiquement, ça tourne bien. Et il y a quelques personnes qui suivent ça de près, et je pense que là, vous avez un temps d'avance justement sur un petit peu ça, parce que vous en avez quand même déjà 2 qui tournent. Donc absolument, et on est très impressionnés parce que c'est de ces 3 activités ouvertes au public complètement indépendamment de l'hôtel et du restaurant, c'est le paddle qui marche le plus fort. Ça m'étonne pas. Mais c'est en vogue, quoi. C'est vraiment le nouveau tennis. Tout à fait, c'est plus ludique, c'est plus, voilà, il y a un côté le tennis, faut un niveau. Moi, je suis un joueur très médiocre, mais j'aime bien. Je pense que comme beaucoup de gens ont essayé, mais on se rend compte qu'il faut pour se faire plaisir, il faut un petit niveau. J'ai beaucoup plus pris du plaisir au squash, par exemple, où on va dire, entre guillemets, en étant un peu une quiche, on arrive quand même à taper dans la balle et à se faire plaisir. Et je pense que le paddle, c'est un peu un équilibre entre les deux. Et finalement, pas besoin d'être un grand champion, et on peut transpirer, on peut se faire plaisir, on peut rigoler, et c'est et puis, ce qu'on souhaite. Par principe, ça se joue à 4, donc il y a le côté convivial, amusant. Voilà, on se retrouve après une journée de boulot et on va s'amuser au paddle. Et puis c'est vrai que l'environnement du Château Brachet est plutôt agréable. Donc ça, on a d'excellents retours là-dessus. Le restaurant, si on fait un petit focus maintenant là-dessus, c'est un service le midi, un service le soir, 7 jours sur 7, comment vous fonctionnez? Maintenant, ça a changé, maintenant c'est du mercredi matin au dimanche midi, puisqu'on ferme le lundi et mardi. Okay. En été, on ouvre le dimanche soir, puisqu'on a la terrasse extérieure, et il y a des gens qui apprécient de venir profiter de la terrasse le dimanche soir. Et puis c'est une table gastronomique, puisqu'on a la chance d'avoir notre chef Bertrand Janson, qui a posé ses valises en Europe après une 20aine d'années à l'étranger, dont beaucoup de temps passé en Polynésie française. Et il a un vrai bon potentiel, une très belle expérience. Il a travaillé notamment pour diriger un restaurant de Guy Martin dans ce qu'ils appelaient le Brando Resort sur l'île privée de Marlon Brando. Le restaurant s'appelait Les Mutinés by Guy Martin. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment voulu revenir aux sources du travail, des bons produits, etc., après avoir managé des énormes équipes de cuisiniers. Et puis il a craqué pour le lieu et il est là pour nous aider à le développer. C'est une équipe de combien de personnes en cuisine actuellement ? Alors c'est beaucoup de monde, un peu moins l'hiver que l'été, mais on doit être autour de 9 personnes en cuisine et autant en salle, donc c'est une grosse partie de l'effectif global. Oui, c'est peut-être 2/3, non, peut-être pas, je sais pas. Oh, pas loin. Ouais, pas loin. Ouais. Parce qu'en effectif, vous avez bien sûr la partie restaurant qui est là, on l'a compris. Après, c'est l'accueil, le ménage, les activités, j'imagine l'entretien du parc, des paysages. Enfin, la maintenance, le jardinier. Combien de jardiniers vous avez pour tout ça ? Un jardinier plus un alternant, mais il chôme pas. Oui, il dort bien, j'imagine. Lui. Voilà, tout à fait, il fait des bonnes journées. En petite caractéristique, vous avez un joli solarium, il y a un fumoir, je crois. Il y a un fumoir, ça c'est une dernière chose qu'on a créé un petit peu à la fin du chantier, et il se trouve que ça répond aussi à une demande, ça a un côté à nouveau assez différenciant, mais on a de plus en plus de clients qui nous le réservent après un restaurant, etc., et qui apprécient un petit peu de refaire le monde avec un bon cigare et un bon verre d'alcool, de cognac ou autre. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est un peu à l'écart. Donc on a aussi, vous avez absolument, on a la vue sur le potager. On est dans la nature, dans un environnement un petit peu cocooning, assez sympathique. Un petit mot justement sur ce que vous venez d'évoquer, le potager, c'était une volonté un petit peu d'essayer de produire des choses sur place. Absolument. Alors ça se fait tout doucement. On a démarré il y a 2 ans. Cette année, on avait un petit peu plus de produits. On a la chance d'avoir un maraîcher qui est Guillaume Fondin qui nous a aidé à lancer tout ça. Et puis donc en début de saison, ils se rencontrent avec le chef, ils décident de ce qu'on va planter, etc. Et ensuite, ce sont les équipes de cuisine qui récoltent. Et c'est vrai que l'an dernier, ça a permis de faire pas mal de choses qu'on retrouvait dans les assiettes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une volonté à développer, bien sûr le particulier, le côté entreprise, est-ce que c'est un sujet qui peut vous intéresser ? Tout à fait, on a essayé de passer pas mal de temps là-dessus ces derniers temps. J'ai même quelqu'un pendant 4 mois cet été qui est allé taper un petit peu aux portes de toutes les entreprises sur Technolac, Exapol, etc., jusqu'à Grenoble et Genève, parce qu'on a un vrai potentiel
pour essayer de remplir avec les entreprises en période hors estivale. Même si on parle de plus en plus des ailes de saison, etc., nous, à partir du 15 octobre, ça devient compliqué sur la partie hébergement pour remplir, en particulier en semaine. Et ça dure à peu près jusqu'au 15 mars ou parfois avril. Donc c'est sur cette période-là qu'il faut y attirer les entreprises. On a une petite salle de séminaire qui est très qualitative, qui est un petit peu salle de CODIR, COMEX, Executive Boardroom de 12 à 15 personnes, qui est très appréciée, mais on ne peut pas recevoir des grands groupes. En revanche, on la loue de plus en plus parce qu'elle est effectivement qualitative et les gens apprécient de se retrouver au Château Brachet pour une période de réunion, avec pourquoi pas des possibilités justement sportives à l'issue de la réunion ou des dégustations dans la cave à vin ou des choses comme ça, ce qu'on sait assez bien faire. C'est vrai qu'il y a des possibilités, des options assez variées, des packages qui peuvent se créer. On peut un peu se challenger effectivement sur ces terrains sportifs. Absolument. On a même fait parfois des journées de team building uniquement sur les activités sportives. On a aussi volleyball, badminton, pétanque, croquet. Ça, c'était une idée que j'avais parce que j'y ai beaucoup joué étant enfant et je trouvais ça marrant. En plus, c'est très 19e siècle, aussi bien pour les Anglais que les Français, donc ça parle à la période du château. Et donc voilà, il y a le choix. Il y a aussi un jeu d'échecs géant. Donc il y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi s'occuper. Et c'est vrai qu'on reboucle un petit peu avec la partie hôtel. Ça va aussi bien correspondre à des gens effectivement qui veulent aller visiter, mais si on veut prendre le temps, que le temps soit un petit peu plus lent et qu'on puisse rester sur place et être un peu dans un cocon. Voilà, c'est tout à fait ça. Et ce qui revient très souvent des clients, c'est le fait justement de se poser, de prendre le temps, d'être paisible, d'être un petit peu. On fait un break, on oublie un petit peu et on s'occupe de soi, on profite. Et si on a ces retours régulièrement, c'est qu'on s'est pas trop trompé parce que c'était ce qu'on voulait apporter à la clientèle. Il faut savoir que tout le concept de ce qui a été fait dans les chambres, etc., vient de mon expérience d'utilisateur d'hôtel, parce que j'ai absolument pas de formation dans le domaine hôtelier. Donc pour moi, j'ai mis tout le focus et toute la boussole sur l'expérience client. Et parfois, ça a été difficile avec les entreprises, avec les maîtres d'œuvre, avec même la décoratrice avec qui on a travaillé en fin de chantier, parce que j'ai pas voulu lâcher sur certaines choses qui n'étaient pas forcément compréhensibles, mais qu'aujourd'hui les clients apprécient. Donc pour nous, l'expérience qu'on veut offrir aux clients, c'est ce qui nous guide. Là, c'est le 3e hiver, du coup, cet hiver ? Oui, tout à fait. Et 2 étés, 3 hivers. Mm-hmm. Est-ce que à ce stade-là... un demi-été en 2021, une vraie saison à peu près en 2022 et 2023. Ouais. Donc ça sera finalement là le deuxième vrai printemps et le deuxième vrai été. Ouais. Est-ce que sur la partie hiver, on imagine peut-être quelque part plus simple au niveau de la gestion d'un tel établissement, non ? Ou alors je me trompe, l'été, il y a quand même... C'est plus simple parce que malheureusement, il n'y a pas assez d'activités. Oui, mais on aime bien quand on rentre dans le rythme, on aime bien être dans les starting blocks et avoir beaucoup d'activités, ça fait partie de ce qui est excitant aussi. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un lieu où on est le bienvenu. Chacun peut y venir et se sentira tout le monde peut à sa place. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors comment concrètement, par exemple là, je sais pas, c'est 17h30. Si je me présente pour boire un chocolat chaud, voilà, je peux. Alors là, en l'occurrence, en semaine, difficilement parce qu'on est entre les deux services du midi et du soir. En revanche, on a tous les dimanches jusqu'à Pâques le tea time, qui lui est de 15h30 à 18h30. Super. Et là, on a augmenté l'offre, donc on a fait cette année un vrai tea time à l'anglaise, c'est-à-dire avec les sandwichs, concombres, etc., le mélange salé, sucré et autres, les scones, très important, que j'ai goûté et validé. Et donc ça, c'est tous les dimanches après-midi. C'est un bon moment à passer aussi pour un budget plus raisonnable dans la salle de restaurant. Dans la salle de restaurant. Dans la verrière, effectivement. D'accord. Ouais. Et là, c'est un ticket où on paye, C'est un forfait de 25 € avec la boisson et puis le fameux la pyramide de sandwich et de scones, etc. Qu'on vous apporte sur la table. Super. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un petit peu pour cette fin d'année? Alors on va pas trop en parler parce que vous revenez demain. Voilà. Stay tuned, on revient demain matin à 11h. Donc demain matin à 11h. On parlait de ce week-end sur lequel on a mis beaucoup d'énergie. Alors on va faire le teasing à une spéciale, le Noël au Château Brachet, donc pendant 2 jours de folie. Vraiment, vous verrez, restez branchés. Avec le beau temps, ça. C'est avec le beau temps, ça c'est super. Voilà, c'est le bon timing là. Vous avez vraiment bien fait les choses. On peut pas demander mieux puisque en plus on sort d'une période où on n'a pas pu faire grand chose avec toute cette pluie. Donc je pense que là, ça sera. On vous souhaite en tout cas un succès, tout un tas d'animations, mais avec grand plaisir. Vraiment encore, c'est ça que je retiens, un établissement
Vous n'avez pas aimé le mot luxe, mais effectivement, c'est pas ça qu'on. Alors bien sûr qu'il y a des connotations luxueuses, mais assez classe, assez noble, assez une belle prestance. C'est vraiment quelque chose de réussi. Un très beau mélange entre d'avoir su préserver, j'imagine la carcasse quand même un petit peu originelle et de l'avoir sublimé à ce point-là. En tout cas, dès qu'on arrive, on a plaisir un petit peu à y aller. On reste bien sûr un petit peu sur cette impression de se dire tiens, est-ce que vraiment j'y vais ou pas, mais le message est passé clairement, donc on encourage tout le monde à découvrir le lieu. Les prix sont encore une fois accessibles. Se faire plaisir dans la vie, c'est important. Donc voilà, même absolument. Puis justement, en parlant du restaurant, on a un menu en semaine à 39 €, entrée, plat, dessert, avec l'amuse-bouche, etc. Donc ça, c'est vraiment. Ouais, complètement. On n'en parle pas assez aussi, mais c'est très raisonnable. Donc, du mercredi. Voilà, du mercredi au vendredi midi. Ouais. Ok. Le service du soir, donc tous les soirs, du mercredi au vendredi. Du mercredi au samedi soir. Au samedi soir, et le dimanche. Et on finit le dimanche avec le service du midi, le dimanche midi. Ok. Dimanche, c'est un genre de brunch ou non, ou ça reste un seul? Non, uniquement pour le 25 décembre et le 1er janvier, où on a un brunch de Noël et du 1er de l'an qu'on avait testé l'an dernier, qui avait très bien marché, donc on reconduit l'idée. Mais sinon, c'est le repas du dimanche avec... là, on remplit très très bien. C'est un peu ça notre drame, c'est qu'on arrive parfois à refuser du monde le samedi soir et le dimanche midi, alors qu'on remplit pas forcément le jeudi soir, vendredi soir. Ça va venir, ça va prendre du temps. Ouais, voilà. Je pense encore... Moi, je pense pas tant que ça, parce que effectivement, c'est aussi le temps que ça se lance. Vous avez commencé, alors le Covid à bon dos, comme on dit souvent, mais voilà, commencer dans ces périodes-là, c'est jamais forcément, ça grille un peu quand même une saison. Ah oui. Là, finalement, surtout que nous, on avait tous les employés en poste en septembre 2020. Ouais, c'était comme. Et on n'avait pas d'historique ni quoi que ce soit, donc c'était un peu lourd à porter. Complètement. Bon. Écoute, en tout cas, on a vraiment envie de découvrir cet établissement. Encore une fois, donc on présentera demain à 11h, donc cette spéciale Château Brachet, spéciale Noël. Je vous souhaite voilà, bien entendu tout le meilleur pour cette fin d'année, mais merci, surtout vraiment c'est mérité, on sent. Moi, je suis venu quelques fois, c'est attentionné, comme vous dites. On se sent accueilli. Moi, chaque fois que je viens, on me regarde pas bizarrement. Alors, je viens pas non plus avec un monocle et mes chaussures cirées, forcément. Donc, non, on sent que là, c'est plutôt une ambiance, voilà, classe, mais humaine. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose de réussi. De toute façon, Jean-Pierre m'a promis de m'inviter à déjeuner. Là, il nous a rejoint dans le studio et me dit, mais Romain, t'inquiète pas, on y retournera. Attention, Jean-Pierre, il a son rond de serviette chez nous. Ah bah, je n'en doute pas, ça. Ça, je n'en doute pas. En tout cas, un grand merci pour votre venue aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, vous connaissez de toute façon bien l'adresse de Radio Grand Lac. Vous êtes un habitué, bien sûr, maintenant. On apprécie cette relation. Et puis, donc, demain à 11h sur les ondes. Dernière information avant de rendre l'antenne. Donc, dans un petit quart d'heure maintenant, 20 minutes, 9-2-1 partez à 18h, votre émission sportive que vous commencez, bien sûr, à connaître et à être habitué à cette nouvelle horaire de 18h pour cette émission. Donc on repart en musique et on revient dans un petit moment pour cette émission. À très bientôt. 24h/24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.